Eh bien, maintenant, on va écouter Pierre-André pour son exposé. Et merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Edwin Zakai, pour votre invitation. Je suis vraiment très heureux de pouvoir partager quelques idées, mais aussi beaucoup de questions sur ce sujet. Et un grand merci également à Adélaïde Charlier d'avoir accepté de participer à cette discussion. Je crois que vraiment la mise en regard, hein, comme vous l'avez dit, de son expérience de militante de premier plan avec mon propos qui est peut-être un peu plus théorique, sera très enrichissante, en tout cas pour moi. Alors, mon exposé sera structuré assez simplement. Après une introduction qui va faire le lien avec la notion de justice climatique, je poserai la question d'aujourd'hui, donc sur la responsabilité individuelle, et qui sera ensuite travaillée à travers 4 sous-questions avant de pouvoir conclure. Alors donc, j'ai été amené à m'intéresser à la question de la responsabilité des individus face au changement climatique dans le cadre de ma thèse, donc comme vous l'avez dit, une thèse de doctorat en philosophie que j'ai soutenue il y a peu et qui portait plus généralement sur la notion de justice climatique. Alors cette dernière notion, à l'origine, elle désigne non pas seulement une approche juridique de la lutte contre le changement climatique, ce qui en fait est un développement plutôt récent, même si c'est le sens peut-être le plus courant aujourd'hui de la notion de justice climatique. Avant tout, la justice climatique, c'est un idéal social d'après lequel les politiques climatiques devraient être équitables. Et cet idéal, il est bien sûr au cœur des revendications d'un certain nombre de mouvements sociaux, d'associations, de négociateurs, en particulier les négociateurs des pays en développement, mais c'est aussi un objet de réflexion pour un certain nombre de philosophes, essentiellement d'expression anglaise depuis les années 1990. Et ça, c'est en grande partie ce qui m'a intéressé. En fait, dire que le changement climatique soulève des questions de justice, avant tout, c'est reconnaître qu'il s'agit d'un phénomène profondément inégalitaire. Pour le dire de manière assez sommaire, les plus riches ont contribué le plus aux émissions de gaz à effet de serre, tandis que ce sont les plus pauvres et les générations futures qui sont les plus vulnérables aux effets des dérèglements climatiques. Et en fait, ce constat débouche sur la nécessité de penser le partage équitable à la fois du budget carbone et du financement des politiques climatiques. Et c'est ce que cherchent à faire un certain nombre de philosophes avec différents principes de répartition qui sont plus ou moins pertinents, qu'on connaît plus ou moins dans le débat public, tels que le principe du pollueur-payeur, des émissions égales par habitant, de la capacité de payer ou encore du bénéficiaire-payeur. Néanmoins, force est de constater que depuis environ 30 ans, la justice climatique a échoué sans cesse à s'imposer dans les négociations internationales, dont les résultats aujourd'hui sont insuffisants à la fois du point de vue de l'efficacité et de l'équité. Alors, comme on peut le voir sur la diapositive, malgré l'objectif qui est affiché aujourd'hui de maintenir le réchauffement planétaire en dessous de 2 voire 1,5 degré d'ici la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle, on estime que, en tout cas c'est ce que fait Climate Action Tracker, que les engagements pris par les États dans le cadre de l'accord de Paris aujourd'hui, alors ils sont en train d'être revus à la hausse, mais mènent plutôt à un réchauffement de 3 degrés, et que les politiques menées encore au-delà de ça. De plus, ces engagements-là, ils sont, du point de vue d'un grand nombre de philosophes et d'activistes, vraiment en décalage avec les principes de justice climatique, avec la plupart de ces principes-là. Ce qu'on peut voir là sur la carte qui est projetée en ce moment, c'est que la plupart des pays en développement, mais pas uniquement, ont des engagements qui sont bien en dessous de ce que prescriraient des principes de justice climatique. Alors, pour revenir à la question de la responsabilité individuelle, en fait, c'est cet échec-là de la justice climatique à s'imposer à l'échelle internationale qui m'a conduit à chercher à décloisonner cette notion de justice climatique, à essayer de la faire sortir de son cadre interétatique et international pour lui donner un sens nouveau à d'autres échelles, que ce soit l'échelle nationale, l'échelle régionale ou encore l'échelle locale, et pour d'autres acteurs comme les villes, les entreprises, ainsi que les individus. Et en effet, c'est peut-être parce que la justice climatique, elle s'est trop concentrée jusqu'à présent sur l'échelle internationale et sur les États,
qu'elle a négligé d'autres acteurs, qu'elle a négligé notamment les inégalités au sein des États. C'est ce qu'a montré notamment l'échec répété en France à mettre en place une taxation du carbone. En grande partie, c'est parce que les inégalités au sein des États, dans les émissions, les inégalités de richesse ont été occultées en grande partie par les politiques climatiques. Et c'est ce qui fait que cette nouvelle approche, elle est peut-être pertinente, une approche plus ouverte de la justice climatique. Néanmoins, elle ne va pas s'en poser un certain nombre de problèmes philosophiques, et notamment dans le cas de la responsabilité individuelle. Donc, pour en venir à la question d'aujourd'hui, c'est dans la continuité de ces résultats donc, que s'inscrit mon propos et qui porte plus spécifiquement sur la question suivante. Est-ce que les individus ont une responsabilité individuelle ou une responsabilité face au changement climatique? Le raisonnement est le suivant. Puisqu'on constate que depuis 3 décennies, les États ont échoué à lutter efficacement et équitablement contre le changement climatique, est-ce que ce n'est pas aux individus d'agir, de prendre en quelque sorte le relais de cette inaction pour eux agir? Et ça semble d'autant plus important qu'on se rend compte de plus en plus nettement également qu'il y a une nécessité d'adapter pas seulement les techniques et les modes de production, mais aussi d'un changement culturel profond, d'une transition des modes de vie, sans quoi la transition climatique ne peut pas avoir lieu. Avons-nous donc, en tant qu'individus, une responsabilité dans la lutte contre le changement climatique? Je crois que c'est une question, en plus, que beaucoup d'entre nous se posent, puisqu'elle touche notre quotidien de manière très importante, presque de manière intime. Et pour autant, il me semble que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Et qu'il est aussi nécessaire de déconstruire un certain nombre de mauvais arguments sur le sujet. Parce qu'on peut facilement en fait, tirer les mauvaises conclusions, je crois, sur cette question-là. Donc, pour répondre à cette interrogation générale, je crois qu'il faut s'intéresser en fait, à 4 problèmes différents et distinguer en particulier 2 types de comportements individuels, qui sont d'une part les réductions individuelles d'émissions de gaz à effet de serre, et d'autre part, le militantisme. Donc, premièrement, est-ce que nous avons, en tant qu'individus, le devoir moral de réduire notre empreinte carbone par nos propres moyens? Et deuxièmement, est-ce que nous avons le devoir de militer pour une transition climatique juste? Et si nous avons l'un ou l'autre type de responsabilité, 2 problèmes se posent encore. Troisièmement, est-ce qu'on peut reconnaître une responsabilité individuelle sans pour autant saper la responsabilité collective des acteurs comme les États ou les entreprises? Et quatrièmement, enfin, est-ce que nous avons tous les mêmes obligations individuelles? Est-ce que la responsabilité climatique des individus elle est universelle? Ou est-ce qu'elle doit varier selon un certain nombre de critères? Et si c'est le cas, quels sont ces critères-là? Avec la question en fait, de l'équité et de la justice qui reviendra à la fin. Donc, je commence par la question de savoir si nous avons, en tant qu'individus, l'obligation de réduire notre empreinte carbone par nos propres moyens. Alors, à première vue, une telle responsabilité, elle semble justifiée par l'urgence climatique. En effet, par nos comportements individuels, nous contribuons à émettre des gaz à effet de serre qui s'accumulent dans l'atmosphère et aggravent le changement climatique, phénomène qui, doit-on le rappeler, menace les droits humains des plus vulnérables et des générations futures, et menace également la biodiversité, entre autres. On sait d'ailleurs aujourd'hui plutôt bien estimer l'empreinte carbone d'un certain nombre d'actions et de choix individuels, et c'est ce que montre donc la diapositive, avec un article de 2017 qui dressait un panorama en fait, des actions de réduction d'émissions les plus efficaces chez les habitants des pays développés. Alors, on y retrouve le choix de ne pas avoir de voiture, qui équivaut donc à 2,4 tonnes d'équivalent carbone évité, le choix de ne pas prendre l'avion, donc avec 1,6 tonnes par aller-retour transatlantique, le choix d'adopter aussi un régime alimentaire végétal, 0,8 tonnes. Et alors, un dernier point, celui d'avoir un enfant de moins par famille. Ce dernier chiffre, je l'ai mis entre parenthèses sur la slide, dans la mesure où il fait l'objet d'une controverse assez intense entre les chercheurs, notamment parce que cette étude, dans la méthode qu'elle utilise, compte
plusieurs fois les mêmes émissions, ce qui fait qu'on ne peut pas tout à fait se fier à ce chiffre qui, vous le voyez sur le graphique, est bien plus important que toutes les autres réductions d'émissions individuelles. Toujours est-il, si on laisse ce cas-là de côté, que les individus, informés par ces évaluations de leur empreinte carbone, ainsi que par les calculateurs d'émissions qui sont disponibles pour tout un ensemble de produits et de services qui sont de plus en plus nombreux, ces individus sont de plus en plus nombreux à se reconnaître un certain nombre d'obligations morales face au changement climatique. Ils sont de plus en plus nombreux à choisir des modes de mobilité douce, à adopter un régime alimentaire végétarien ou vegan, à réduire la consommation énergétique de leur logement ou encore parfois à réduire le nombre d'enfants qu'ils prévoient de mettre au monde. Puisque nos émissions nuisent aux autres et aux générations futures, certains penseurs, comme le philosophe anglais John Broome, pensent d'ailleurs que chaque individu a le devoir individuel, moral, de réduire à zéro ses émissions nettes, c'est-à-dire donc en compensant éventuellement les émissions qu'il ne parvient pas à éviter. Toutefois, ce premier constat, cette première idée n'est pas si simple. Et d'autres doutent du fait que l'échec des États à lutter contre le changement climatique implique directement que la responsabilité échoue aux individus, qu'elle retombe sur les individus. L'argument d'après lequel les individus auraient un devoir moral de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre se heurte en effet à une objection de taille. C'est le fait que les émissions d'un individu ne constituent pas en elles-mêmes une nuisance perceptible, tangible. C'est ce que les philosophes appellent parfois le problème de l'inefficacité causale. Autrement dit, d'une manière un peu moins jargonnante, j'aurais beau changer de style de vie, me réfréner de voyager en avion, réduire ma consommation de viande et de produits animaux, me déplacer en vélo, baisser la température de mon logement, etc., etc. Toutes mes actions ne seraient en quelque sorte qu'une goutte d'eau dans l'océan. Leur impact serait négligeable, imperceptible sur le changement climatique. D'ailleurs, ça corrobore, c'est assez bien corroboré par nos intuitions les plus communément partagées. À tort ou à raison, on n'a généralement pas l'impression de commettre un crime quand on prend l'avion, quand on mange un fruit exotique ou quand on prend un bain. Et pour autant, ce sont des actions qui, on l'a vu, collectivement additionnées, contribuent à des violations des droits humains les plus fondamentaux. Alors, cet argument-là, de la goutte d'eau dans l'océan, à première vue, il peut sembler un peu malhonnête. Il peut sembler exprimer, en quelque sorte, la mauvaise foi de ceux qui cherchent à se déresponsabiliser. Néanmoins, je voudrais le prendre au sérieux et je crois qu'on peut aisément se rendre compte de sa force à l'aide d'un calcul simplifié donc, que j'ai reproduit donc à l'écran. Si on considère que le changement climatique dangereux est provoqué par un excès de gaz à effet de serre dans l'atmosphère de l'ordre de 1000 milliards de tonnes d'équivalent carbone, et qu'un Nord-Américain émet quant à lui en moyenne 20 tonnes d'équivalent carbone par an, alors si un tel individu, avec les émissions moyennes donc parmi les plus élevées au monde, si un tel individu réduisait son empreinte carbone à zéro pendant un an, ce qui, on en conviendra, est hautement improbable et fortement difficile, eh bien, la contribution évitée au changement climatique ne serait que de l'ordre donc de 2 milliardièmes de pourcent. Hein, donc on a 8 zéros après la virgule des causes du phénomène. Autant dire que la contribution évitée ou non au changement climatique par un individu qui a parmi les émissions les plus élevées au monde, elle est imperceptible. Or, à l'inverse, ces réductions individuelles de gaz à effet de serre, elles peuvent avoir un coût tout à fait significatif au niveau individuel. Prenons un exemple simple. Imaginons que, parce que je ne veux plus me déplacer en voiture, je dois démissionner de mon emploi auquel je ne peux accéder que par ce moyen de transport. Alors, il y a certes une stratégie qui est mise en avant par un certain nombre de penseurs pour prouver que les individus ont quand même bel et bien une responsabilité climatique. Et cette stratégie, elle consiste à calculer les émissions non plus pour une action isolée, non plus simplement pour une année, mais sur toute la durée de vie d'un individu. Et à relier, et c'est aussi un point important, ces émissions aux conséquences du changement climatique. C'est ce que fait notamment John Nolt, qui estime qu'un Américain moyen né en 1960 émet suffisamment de gaz à effet de serre
sur une durée de vie de 80 ans pour être responsable de la mort de 2 personnes futures, ou du moins des souffrances majeures que ces 2 personnes auront à endurer. Broom, quant à lui, fait un autre calcul un petit peu différent et il estime, quant à lui, donc une vie entière d'émission d'un citoyen de pays développé détruirait en moyenne 6 mois de vie humaine en bonne santé pour une personne future. Et alors là, d'un coup, on voit qu'avec ces chiffres-là, on n'a plus affaire à une goutte d'eau dans l'océan, en quelque sorte. On voit qu'une vie entière d'émissions, couplée à l'ampleur désastreuse des effets du réchauffement planétaire, n'est plus imperceptible. Néanmoins, il faut voir qu'un tel calcul attribue toutes les conséquences de nos émissions à une ou deux victimes. Et qu'en fait, faire ceci, c'est en quelque sorte une vue de l'esprit. En réalité, dans la mesure où les causes et les conséquences du changement climatique sont diffuses, mes actions, tout au long de ma vie, contribuent plutôt de manière imperceptible aux maux, aux nuisances qui affectent une multitude de victimes différentes. Et ça, pour la philosophe anglaise Elizabeth Cripps, ça fait une différence morale de taille. Elle écrit il y a une différence significative entre priver une personne de 6 mois de vie, ce que prétend John Broome, par exemple, et causer la perte de 6 mois de vie humaine saine répartie entre tellement de personnes que chacune ne perd que la plus infinitésimale fraction de seconde. L'idée, c'est que on ne peut pas exactement dire qu'une vie entière d'émission, c'est comme le meurtre d'une ou deux personnes ou le fait d'abréger la vie d'une personne de 6 mois, parce qu'en réalité, ce sont des nuisances qui sont réparties entre des milliards de personnes. Donc l'argument de la vie entière ne serait pas vraiment totalement convaincant. Alors, une autre stratégie consisterait à dire qu'on peut sauver l'idée d'un devoir individuel de réduire son empreinte carbone en invoquant l'idée de passage de seuil. Alors, mes choix individuels, en effet, peuvent avoir des conséquences importantes s'ils provoquent des passages de seuil qui permettent à des actions non plus individuelles, mais collectives, d'avoir lieu. On peut assez facilement s'en rendre compte avec un exemple simple, qui est celui de l'achat d'un billet d'avion. Et c'est probablement d'ailleurs une question que se posent beaucoup d'entre nous quand ils réfléchissent à leur responsabilité individuelle. Supposons par exemple qu'un Boeing 737 qui dispose de 220 places n'est rentable pour la compagnie qui l'affrète que si au moins la moitié des sièges sont occupés. Supposons également que l'avion ne décollera donc que si 110 personnes au moins l'occupent. Alors, ce n'est pas forcément tout à fait comme ça que fonctionne le modèle d'affaires d'une compagnie aérienne, mais on peut supposer ça simplement pour l'argumentation. S'il s'avère que je suis la 110e personne à acheter le billet, alors on peut d'un certain point de vue considérer que je suis responsable pour le décollage de l'avion, puisque sans moi, l'avion n'aurait pas décollé. C'est donc ma décision d'achat qui a causé le décollage de l'avion. Et on peut même imaginer, aller au-delà de ça, et imaginer que par une sorte d'effet domino, mon action individuelle déclenche différents passages de seuil successifs, à la fois socio-économiques et climatiques, jusqu'à faire passer au climat un point de basculement vers un dérèglement grave et irréversible. Les conséquences de mon action, de lors, elles ne seraient plus du tout imperceptibles. Cependant, cet argument d'un risque même minime que mon action déclenche tout un ensemble d'actions collectives par une sorte d'effet domino, cet argument ne tient pas non plus vraiment dans la mesure où le changement climatique est ce qu'on appelle un phénomène surdéterminé, et même largement surdéterminé. Alors cette expression, un petit peu jargonnante une fois de plus, elle désigne en fait un argument courant qu'on a sûrement tous déjà entendu. C'est l'argument qui dit si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Donc ça ne sert à rien que je m'abstienne de faire quelque chose parce que quelqu'un d'autre le fera à ma place. Pour reprendre notre exemple, même si j'avais la certitude d'être le 110e passager de l'avion, annuler mon billet n'empêchera finalement pas l'avion de décoller, parce qu'il existe vraisemblablement tout un ensemble de passagers potentiels qui seraient prêts à le prendre, surtout si le prix du billet baisse en raison d'une demande trop faible. Et on y reviendra, peut-être cette surdétermination du changement climatique est donc en partie causée par le fonctionnement de l'économie de marché,
et l'ajustement des prix pour un bon nombre de produits et de services. On retrouve ça avec, en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler le dilemme de la consommation d'énergie fossile. C'est-à-dire que si vous consommez moins de pétrole ou de charbon, eh bien, mécaniquement, dans une économie de marché, si la demande baisse avec une offre constante, le prix du charbon ou du pétrole va baisser et probablement faire remonter la demande. Ainsi, au mieux, nos actions individuelles, elles ne feraient que retarder l'emballement du système climatique de quelques mois, quelques jours, quelques heures, quelques minutes, quelques secondes peut-être seulement. Parce que ce phénomène est largement surdéterminé par notre système économique et social. Alors, que faut-il conclure en fait de cette réflexion sur la responsabilité individuelle de réduire son empreinte carbone? Nos actions individuelles pour réduire notre empreinte carbone, en fait, elles ne sont pas suffisantes pour limiter le changement climatique si elles ne sont pas suivies par les autres. Par conséquent, on ne peut pas affirmer qu'il y a une responsabilité universelle de réduire ces émissions de gaz à effet de serre pour les individus. Toutefois, il faut bien voir que, bien compris, cet argument n'est pas du tout déresponsabilisant. On pourrait l'utiliser d'une manière déresponsabilisante, mais en fait, il ne l'est pas si on remarque qu'il est tout aussi indéniable qu'un certain nombre de réductions d'émissions individuelles sont nécessaires. En effet, autrement, on tomberait en quelque sorte dans un paradoxe logique d'après lequel, d'un côté, aucune action individuelle n'a d'impact sur le changement climatique, et de l'autre côté, l'ensemble des actions individuelles sont bien la cause du changement climatique. Donc, ce serait un véritable paradoxe. Donc, on est forcé de reconnaître que certaines réductions individuelles d'émissions de gaz à effet de serre sont nécessaires. Et donc, ça veut plutôt dire que, contrairement à un certain discours, le changement climatique, il n'appelle pas prioritairement une action individuelle, mais plutôt une réponse collective, politique. Et que faire des éco-gestes, ça ne suffit pas pour que je puisse affirmer en fait, que j'ai fait ma part pour sauver la planète et que je peux donc me laver les mains des conséquences réelles. On ne peut pas dire, au terme de cette analyse, que si moi, je n'émets pas de gaz à effet de serre ou si je compense toutes mes émissions de gaz à effet de serre, eh bien, je peux me laver les mains du reste du monde qui, lui, ne réduit pas ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ça débouche donc sur notre autre question, qui est celle du devoir individuel de militer pour une transition climatique juste. Alors, affirmer que le changement climatique appelle une réponse collective et que les actions individuelles de réduction d'émissions sont insuffisantes, ça ne revient donc pas à dire que les individus n'ont aucune responsabilité individuelle face au changement climatique, mais plutôt peut-être que si les États échouent à mettre en place des réponses adéquates, on peut penser que la responsabilité des individus est plutôt de les interpeller et de militer pour une transition climatique juste, puisque seule une action collective est à même d'endiguer le changement climatique. C'est notamment ce que pense Cripps, qui considère qu'en tant que citoyen, notre devoir, c'est de promouvoir l'action collective en faveur de la justice climatique, ce que nous pouvons faire à travers tout un ensemble d'actions, en votant, en signant des pétitions en faveur de politiques climatiques justes, en participant à des marches ou à des grèves pour le climat, en nous impliquant dans des associations, des ONG, en leur faisant des dons, etc. etc. Alors à cela, on pourrait ajouter un point qui est plus rarement discuté, mais qui a selon moi un véritable potentiel de transformation, c'est le militantisme aussi sur le lieu de travail. On peut penser qu'il y a un certain nombre d'actions qui permettent d'influencer ses collègues, ses supérieurs, ses subordonnés à changer les pratiques des administrations et des entreprises. On pourrait enfin ajouter aussi peut-être une responsabilité individuelle liée à la désobéissance civile. Si les lois du gouvernement sont injustes dans la mesure où elles provoquent un changement climatique qui viole les droits humains les plus fondamentaux, alors il serait de notre responsabilité individuelle de désobéir à ces lois, et donc d'entrer dans une forme de désobéissance civile, comme la revendiquent un certain nombre d'associations et de mouvements sociaux. La question qui me semble intéressante, néanmoins, parce que
ce premier point-là, celui du devoir individuel de militer pour la justice climatique, ne pose pas véritablement de problème, me semble-t-il. La question qui est intéressante, c'est peut-être de savoir si, afin de militer en faveur d'une transition climatique, il ne faudrait pas également réduire ses émissions individuelles de gaz à effet de serre. Et alors là, 3 arguments peuvent être avancés dans cette veine, qui sont assez différents les uns des autres. Le premier, c'est l'argument de la cohérence. Le second, de l'influence que nos actions peuvent avoir sur les autres citoyens. Et enfin, un troisième argument considère plutôt l'influence que nos actions, nos actes de consommation peuvent avoir sur les entreprises. Alors, premièrement, si on s'intéresse à la question de la cohérence, on peut penser que pour militer en faveur d'une transition climatique ambitieuse, il faudrait également transformer son mode de vie, qu'il faudrait en quelque sorte mettre son comportement quotidien en cohérence avec ses revendications politiques, en partie pour éviter d'être taxé d'hypocrisie. On peut en effet entendre l'argument d'après lequel les revendications politiques de l'individu risquent d'être discréditées si son attitude est perçue comme hypocrite. Et alors, c'est d'ailleurs ce que souligne un certain nombre de reproches formulés par certains médias à l'égard des personnalités emblématiques du mouvement pour la lutte contre le changement climatique. C'est le cas notamment des reproches adressés à Al Gore, dont une certaine presse a beaucoup critiqué les voyages en avion à travers le monde pour donner des conférences, ou encore la consommation d'énergie de sa maison dans le Tennessee. C'est le cas aussi des reproches qui ont pu être adressés à Greta Thunberg lors de son voyage en voilier pour se rendre au sommet Action Climat en 2019 à New York, où on a commenté dans certains médias abondamment le calcul de l'empreinte carbone de son voyage. Alors, même si ces deux exemples-là ne sont pas tout à fait comparables, on voit qu'ils montrent un peu cet argument qui serait de dire si on milite pour une transition climatique juste, alors il faut être soi-même irréprochable. Néanmoins, je crois qu'en prenant un peu de recul, on se rend compte assez aisément qu'il est excessif de demander aux militants d'être irréprochables, d'être des saints, alors que leur marge de manœuvre, elle est en réalité limitée dans un système socio-économique qui est structurellement fondé sur la consommation d'énergie fossile. En outre, on peut même voir que cet argument de l'hypocrisie, à supposer qu'il soit valable, a une application en fait très limitée. Mis à part les personnes très médiatisées, il n'y a pas de prise sur les anonymes qui votent, signent des pétitions, participent à des manifestations, etc., sans être véritablement soumis au regard scrutateur de l'opinion publique. Donc cet argument-là de l'hypocrisie n'est pas vraiment recevable. Reste alors une autre version de l'argument de la cohérence qui consisterait à dire qu'il faut mettre en cohérence son mode de vie et ses revendications politiques parce que l'individu ressentirait le besoin psychologique, intime, d'une forme d'intégrité, d'une forme de cohérence interne, de cohérence psychologique, d'intégrité morale. Alors, c'est une idée qui est héritée, en fait, notamment des philosophes transcendantalistes américains du XIXe siècle, comme Thoreau et Emerson, pour qui, l'un comme l'autre, la réforme intérieure de l'individu doit précéder et accompagner la réforme politique. C'est une idée un petit peu galvaudée qu'on retrouve dans une citation qui est attribuée vraisemblablement à tort à Gandhi et sans cesse reprise, et qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Donc il faudrait commencer par soi-même avant de pouvoir militer pour une transformation politique. Il faudrait commencer par transformer son mode de vie. Cet argument, néanmoins, je crois qu'il est assez fragile parce qu'il n'est pas tout à fait certain, à ma connaissance, qu'il s'agisse d'une vérité générale. Faute de preuves empiriques claires, ce besoin de cohérence psychologique est peut-être pas forcément éprouvé par tous.
et peut-être même n'est-il pas nécessairement justifié à l'aune de la dépendance que nous avons vis-à-vis d'une structure socio-économique qui ne nous permet pas, en fait, forcément, de mettre notre mode de vie en cohérence avec ce que nous revendiquons. Alors, un autre argument pour dire qu'on aurait quand même, afin de militer des obligations de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, consisterait à dire qu'il est possible de militer non pas seulement avec des mots, mais aussi de plaider par ses actes. Et que peut-être nos actions seraient éloquentes, voire plus éloquentes encore que nos paroles, et pourraient influencer les autres. Alors, on aurait l'obligation morale de se rendre sur son lieu de travail à vélo ou en transport en commun plutôt qu'en voiture, de réduire sa consommation de viande et de produits importés, ou encore de s'abstenir de partir en vacances en avion. Pourquoi? Afin d'inciter les autres individus à en faire de même. En quelque sorte, en faisant la publicité pour un changement culturel. L'engouement qui s'est d'ailleurs développé assez rapidement ces dernières années autour de régimes alimentaires alternatifs, comme le végétarisme et le véganisme, ou encore l'émergence de la honte de prendre l'avion, ces mouvements-là semblent attester de tels mécanismes de propagation des normes culturelles. Et pourraient justifier donc un devoir de faire la publicité d'un changement culturel, d'un changement de mode de vie. Toutefois, cette perspective-là aussi me semble en réalité assez limitée. Force est en effet de constater que l'influence de bon nombre d'entre nous sur les autres consommateurs ou les autres citoyens est en fait très limitée, et que bon nombre de nos réductions individuelles d'émissions de gaz à effet de serre ne font l'objet d'aucune publicité véritable. À moins que je partage cette information sur les réseaux sociaux, et encore faudrait-il que je sois suffisamment suivi sur ces réseaux-là, personne ne saura jamais, par exemple, que j'ai baissé la température du chauffage chez moi, ou que j'ai remplacé mes ampoules électriques, ou encore que je ne mange plus de viande ou de produits d'origine animale chez moi. Donc, cet argument-là, même s'il est bien intentionné, l'idée de plaider par ses actes ne semble pas tout à fait justifiée non plus pour fonder une obligation universelle de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Troisièmement, reste alors l'idée que nous avons le devoir de réduire notre empreinte carbone afin d'exercer une pression non pas sur les autres consommateurs, pas une publicité pour les autres consommateurs, mais afin d'exercer une pression sur les entreprises. Il s'agit donc de considérer que nos choix de consommation ne sont pas des actes purement économiques, mais sont également des actes politiques. C'est une idée qu'on peut résumer assez simplement ainsi, c'est l'idée de voter avec son portefeuille. Ne pas voter simplement à travers les moyens traditionnels qui nous sont offerts par la démocratie, mais également à destination des entreprises avec notre argent. En effet, même le pouvoir des plus grandes entreprises multinationales repose dans le fond sur l'approbation des consommateurs qui plébiscitent ou non tel ou tel produit. Dès lors, les choix de consommation en faveur d'une empreinte carbone limitée ne sont pas que des réductions d'émissions, dont on a vu que l'impact était imperceptible sur le changement climatique. Ce sont aussi des actions militantes vis-à-vis des entreprises, et ce, indépendamment de leur succès ou de leur échec à influencer directement les autres consommateurs. Le pouvoir que les décisions d'achat confèrent aux consommateurs sur les entreprises, il est en fait assez similaire à celui que les citoyens exercent vis-à-vis de leurs représentants politiques grâce au vote. Pour reprendre l'exemple que j'ai utilisé précédemment, baisser le chauffage chez moi est certes une action privée vis-à-vis des autres consommateurs, ils n'en savent rien et ça ne les influence pas, mais ce n'est pas forcément une action privée vis-à-vis de mon fournisseur d'énergie, qui est au contraire très intéressé de mesurer précisément ma consommation et qui saura, de manière bien sûr agrégée avec tous les autres consommateurs, mais qui saura que j'ai baissé ma consommation d'énergie. Ainsi, il existe bien, je crois, des raisons de penser que nous avons une responsabilité individuelle face au changement climatique, mais il s'agit avant tout d'un devoir de militer en faveur d'une action collective, en faveur de politiques climatiques justes. Et cette responsabilité, elle peut néanmoins passer par des réductions d'empreinte carbone, mais si elles sont envisagées comme des actions permettant d'influencer les entreprises. Et plus particulièrement si elles sont aussi coordonnées de manière collective sous la forme du boycott. Toutefois,
reconnaître une responsabilité individuelle, même de telle sorte, face au changement climatique, ne va pas sans poser d'autres problèmes que je voudrais examiner maintenant. Et d'abord, ne doit-on pas craindre qu'affirmer une responsabilité des individus à l'égard de la justice climatique ou du changement climatique ne puisse servir au gouvernement, aux entreprises, pour se décharger de leurs propres responsabilités? Alors, c'est une crainte qui, en fait, semble assez fondée, comme on atteste, par exemple, la lettre reproduite ici, qui a été adressée en 2019 par le ministère français de la Transition écologique aux signataires de la pétition L'affaire du siècle, qui dénonçait le manque d'action gouvernementale. Et donc, on voit que cette lettre affirme, d'une part, que les politiques climatiques sont loin de susciter une adhésion évidente et systématique de la part des citoyens, et que ça sert ici au gouvernement pour conclure donc que notre responsabilité collective, celle du gouvernement, c'est simplement de créer les conditions pour que l'ensemble de la société s'empare du défi climatique, que ce défi engage l'État, bien sûr, mais également les collectivités, les entreprises, les associations et, point important, chaque citoyen au niveau de son comportement individuel. Donc ici, on voit que l'État se pose non pas comme le premier responsable de la lutte contre le changement climatique, mais simplement comme une sorte de catalyseur qui doit créer les conditions pour que les individus, eux, prennent leurs responsabilités. Cet argumentaire, on retrouve ce même genre de discours aussi dans le rapport entre les entreprises et les consommateurs. Les premières disent par exemple être prêtes à mettre en œuvre une décarbonation de leurs activités, mais ne pas pouvoir le faire, car leur mission première serait de répondre aux préférences des consommateurs, qui seraient en fait contraires à un tel projet. Autrement dit, c'est l'argument de l'entreprise qui dit « je veux bien cesser de mettre de l'huile de palme dans ma pâte à tartiner, mais les consommateurs l'adorent et ne sont pas prêts à payer plus cher pour un substitut. » Cette rhétorique, je la qualifie, faute de mieux, parce que c'est un peu un terme fourre-tout, mais de rhétorique néolibérale, dans la mesure où elle considère la société en quelque sorte comme un grand marché, où tous les choix reflètent en fait les préférences des individus, et où les entreprises et les États n'ont pas d'autre devoir que d'honorer ces préférences-là, qui sont exprimées notamment par les décisions d'achat. Néanmoins, en fait, cette rhétorique, elle sous-estime totalement le fait que les choix des consommateurs sont en grande partie déterminés par la structure économique actuelle, qui est dépendante des énergies fossiles, et qu'en fait, ces choix de consommation n'expriment pas réellement des préférences libres, puisque ce ne sont pas des choix totalement libres. Si nous n'avons pas toutes les options en face de nous pour faire des choix véritablement libres. Et donc, pour répondre à cette question du rapport difficile entre responsabilité individuelle et responsabilité collective, je crois qu'il faut être très clair et dire qu'il faut envisager les responsabilités individuelles toujours comme des responsabilités de second rang, c'est-à-dire comme des responsabilités qui sont en fait conditionnées par l'inaction des agents collectifs. Si les États et les entreprises faisaient le nécessaire, les individus n'auraient rien d'autre à faire qu'à se conformer à la loi. Et donc, concevoir la responsabilité individuelle avant tout comme un devoir militant correspond à cette orientation qui dit le devoir des individus, c'est d'interpeller les acteurs collectifs et de leur demander de faire leur devoir. Et le changement climatique étant fondamentalement un problème d'action collective qui nécessite une coordination sociale, la responsabilité des individus, elle ne doit jamais primer sur celle des acteurs collectifs comme les États, les entreprises, ou encore les villes, les régions, etc. Donc ça, c'est un problème, à mon avis, fondamental sur lequel il convient d'être très clair. Un autre problème qui est également important, c'est que reconnaître aux individus une responsabilité dans la lutte contre le changement climatique peut éventuellement risquer de gommer l'importance des inégalités, notamment en ce qui concerne les niveaux d'émissions et les capacités qu'ont les individus à s'engager, économiquement ou non, dans la lutte contre le changement climatique. Ce risque, il souligne en fait l'importance de ne pas penser la responsabilité individuelle comme ayant un contenu universel. On ne peut pas légitimement attendre des citoyens
de certains pays non démocratiques, par exemple, qui ne respectent pas les droits de l'homme, le même engagement que celui qu'on peut légitimement atteindre des citoyens dans des démocraties libérales. Si dans le pays où vous vivez, manifester pour la justice climatique vous fait courir le risque de vous voir emprisonner ou de vous faire tuer, ce n'est pas exactement la même chose que si vous pouvez le faire sans courir ces risques-là. Et on ne peut pas attendre la même chose dans des individus dans ces deux cas. De la même manière, il serait injuste d'exiger les mêmes actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, toujours envisagées comme des actions militantes, des plus riches comme des plus pauvres. Comme le montre un récent rapport d'Oxfam, donc c'est ce que vous voyez actuellement projeté, les 10% d'individus aux revenus les plus élevés sur la planète sont à l'origine de 52% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Tandis que les 50% de la population mondiale qui ont les revenus les plus faibles ne contribuent inversement qu'à 7% des émissions mondiales de gaz à pardon, c'est pas de gaz à effet de serre, c'est simplement de CO2 ici. Donc, la question de la responsabilité climatique individuelle, je crois qu'elle ne peut pas être séparée de celle de la justice climatique, comme souvent ça peut l'être. Et que justement, il faut penser la responsabilité individuelle comme un moyen de mettre en avant cette justice climatique et pas justement de l'évacuer. Et donc en intégrant l'importance des inégalités d'émissions, des inégalités de richesse et de capacités liées aussi au cadre juridico-politique qui fait qu'on n'a pas les mêmes manières les mêmes possibilités pour militer dans certains pays et dans d'autres. Autrement dit, les individus comme généralité n'ont pas de responsabilité climatique. Ce sont seulement les individus particuliers qui ont des responsabilités climatiques en fonction essentiellement de leur capacité d'action. Et alors, pour distribuer en fait ces devoirs, ces responsabilités climatiques, ces devoirs de plaidoyer, le principe qui me semble être le plus intuitif est celui qui s'appuie sur les capacités effectives des individus à mettre en œuvre de telles actions. Un tel principe est notamment mis en avant par le philosophe anglais Simon Caney sous le nom de principe pouvoir-responsabilité. Si j'ai le pouvoir d'influencer les institutions politiques et économiques afin de progresser vers la justice climatique, alors j'ai le devoir de le faire. Et donc, si nous avons la responsabilité tous de militer pour une transition climatique juste, notre responsabilité n'a pas à tous le même contenu. À minima, les citoyens des pays démocratiques ont peut-être l'obligation morale de voter, de manifester et de signer et diffuser des pétitions dans le sens de la justice climatique. Et encore, ce n'est pas valable pour les citoyens de pays non démocratiques. Mais on peut légitimement attendre beaucoup plus d'une personne publique ou d'une célébrité qui est par exemple suivie par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, ou de quelqu'un qui a un pouvoir d'achat élevé et qui va lui permettre efficacement de voter avec son portefeuille. De la même manière, nos rôles socio-professionnels sont déterminants. Le lieu de travail peut ainsi, pour certains, être une sphère primordiale de plaidoyer, mais pas pour d'autres. Et en ce qui concerne la responsabilité de réduire ces émissions de gaz à effet de serre, dont nous avons vu qu'elles n'étaient pas du tout universelles, on ne peut pas l'attendre de tous, notamment pas des plus pauvres, on peut recourir à la notion mise en avant par le philosophe américain Henry Shue, qui est celle d'émission de luxe. Alors l'idée est de dire que puisqu'en cas d'action collective insuffisante, certaines réductions d'émissions sont nécessaires, il ne peut pas légitimement s'agir des émissions qui servent aux plus démunis à assurer un niveau de vie minimalement digne. Et qu'en priorité, ce sont les émissions superflues qui doivent être réduites. En gros, on ne peut pas attendre des plus pauvres qu'ils réduisent volontairement leurs émissions, mais on le peut de ceux qui mènent un train de vie fortement émetteur par pur choix, par pur loisir. Ce principe, en fait, il est corroboré par les inégalités extrêmes dans les contributions individuelles au changement climatique, qui sont très fortement corrélées au niveau de vie et de rémunération. Ainsi, ceux qui prennent régulièrement l'avion pour leur simple plaisir, qui chauffent ou climatisent d'immenses propriétés, qui mangent de la viande à tous les repas, etc., ont le devoir de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas le cas de celui ou celle qui
pour survivre, va devoir abattre et brûler un arbre simplement pour pouvoir cuisiner pendant un mois ou quelque chose comme ça. Alors, en conclusion, je crois qu'on peut tirer 4 leçons de l'analyse philosophique de la responsabilité individuelle face au changement climatique. Conclusions qui sont bien sûr soumises à discussion. Puisque l'impact des réductions d'émissions individuelles est insuffisant, quoiqu'en partie nécessaire, pour lutter contre le réchauffement planétaire, on peut dire que par conséquent, premièrement, il n'existe pas de responsabilité universelle de réduire son empreinte carbone, mais que deuxièmement, les plus aisés ont le devoir de réduire leurs émissions de luxe, donc les émissions superflues, qui ne sont pas nécessaires à mener un niveau de vie minimalement digne, et que nous avons tous, mais chacun selon ses capacités d'action, également le devoir de militer pour une transition climatique juste. On ne peut pas se dire « j'ai réduit mes émissions de gaz à effet de serre, j'ai fait ma part ». Il faut militer donc pour cette transition climatique juste. Pourquoi? Quatrièmement, dans la mesure où le changement climatique est fondamentalement un problème d'action collective, c'est-à-dire un problème politique et pas individuel, qui engage la responsabilité collective des États, des entreprises, des villes, etc. Alors, pour terminer, il reste, je crois, la question de savoir, c'est une question qui reste ouverte, ce qui peut motiver les individus à assumer leurs responsabilités morales face au changement climatique. En effet, on peut douter que l'idéal de justice soit toujours suffisant pour motiver les individus à militer, voire à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En effet, un certain nombre d'actions individuelles en faveur de la justice climatique peuvent également correspondre à une motivation peut-être plus forte, qui consiste en une certaine vision de la vie bonne, qui est à même de motiver les individus à changer de mode de vie. C'est ce que je voulais mettre en avant avec ce cartoon, qui dit, ben voilà, et qu'est-ce qui se passe si tout ça, ça n'est qu'un mensonge, le changement climatique, et qu'on crée un monde meilleur pour rien? Ben, peut-être que ça, c'est une motivation aussi pour l'individu, pour s'engager et changer de mode de vie, simplement la motivation qui est de vivre une vie peut-être meilleure à travers une transition vers un mode de vie plus agréable et plus sobre. Alors, pour finir, voilà, j'ai mis quelques références, pas du tout exhaustives, concernant les philosophes que j'ai pu mentionner sur ce sujet-là. Et j'en ai terminé, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Pierre-André. C'était très clair. Je dirais que pour des personnes qui ne sont pas habituées à des exposés philosophiques, vous avez vraiment fait un gros effort de clarté, qui était d'ailleurs également présent dans votre thèse. En fait, on reconnaît des intuitions qu'on a tous les uns les autres par rapport à ces questions, mais votre travail, c'est d'essayer de rendre ça cohérent, de le discuter de façon rigoureuse. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, on va écouter Adélaïde Charlier d'un autre point de vue. Donc, c'est voulu, qu'il y ait vraiment là un regard qui soit différent sur cette même question de la responsabilité individuelle. On a déjà vu des ponts certainement avec la question du militantisme, mais pas seulement. Et donc, maintenant, on va vous permettre de développer et on retrouvera les questions. Il y en a déjà un certain nombre qui ont été formulées après l'exposé d'Adélaïde Charlier. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être présente aujourd'hui et de pouvoir partager mon ressenti après une super présentation de Monsieur André. Donc, je m'appelle Adélaïde Charlier. Je me présente souvent comme activiste qui essaie de conscientiser et mettre pression envers le politique en maximum autour de la thématique et de la problématique de l'urgence climatique. Et je me présente aussi souvent comme activiste des droits de l'homme. Je ne vais pas vous présenter les résultats d'une thèse puisque je n'en ai pas fait une, mais je peux seulement vous parler de mon point de vue d'activiste. Mais en écoutant M. André, je constate que penser et agir se complètent assez bien. Comme vous le verrez, j'utilise beaucoup le mot activiste plutôt que militant,
j'évite ce mot qui me fait penser à militaire et ça me paraît un peu trop patriarcal. En 2019, je dirais que je suis tombée dans la rue des grèves scolaires. Je dis tombée parce que j'ai pris la rue avec un peu d'informations sur le constat du dérèglement climatique et surtout du bon sens. Et je crois que c'était le cas pour beaucoup de jeunes. Du bon sens, je veux dire le sens d'observer trop d'incohérences entre des constats et des non-décisions ou entre des constats et très peu d'actions. La réflexion éthique de M. André m'aide à mettre des mots sur mes démarches d'activiste et je vais reprendre 2 ou 3 points de M. André. Tout d'abord, j'ai marché dans les rues en comprenant intuitivement qu'on ne peut pas faire reposer la responsabilité du réchauffement sur les individus seuls. C'est cela d'ailleurs que le mouvement Fridays for Future et Youth for Climate a tout de suite voulu mettre en avant. Les grèves scolaires avaient pour but de mettre la pression sur le politique et de lui dire s'il ne fait pas son devoir, pourquoi est-ce que nous, en tant qu'étudiants, on devrait faire le nôtre en allant à l'école? Sans être expert, Youth for Climate a aussi compris que la question climatique était une question de justice. Un de nos premiers slogans était d'ailleurs « What do we want? Climate justice. When do we want it now ?» Nous avons marché aux côtés d'associations de lutte contre la pauvreté. Et si je vous ai bien écouté, en faisant ces marches, on n'a pas fait notre devoir scolaire, mais on a fait notre devoir d'action collective. C'est dommage que dans notre système éducatif, on ne reçoit pas de points pour cela. Au sujet des injustices climatiques, je crois qu'elles ne sont pas assez connues et je crois qu'il y a encore beaucoup à faire pour expliquer que les plus touchés par le dérèglement climatique sont ceux qui n'y ont en fait pas participé. Ensuite, au fur et à mesure que je marchais, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, je m'informais de plus en plus et cette information me faisait prendre conscience que, par exemple, devenir végétarienne, prendre moins la voiture et l'avion, consommer plus local, c'était s'engager dans la transition. Plus vous découvrez l'état de la planète, plus les petits éco-gestes deviennent des évidences. Peut-être que cela rejoint ce que M. André appelle la cohérence psychologique et l'intégrité morale. Personnellement, je ne suis pas sûre que c'est impossible aujourd'hui, d'être 100% cohérent parce que c'est difficile de pratiquer la cohérence avec un monde qui s'est beaucoup construit sur les énergies fossiles. 100% cohérent, ça vous placerait presque en dehors de tous ces systèmes. Et je trouve d'ailleurs qu'on ne peut pas exiger que les activistes soient 100% cohérents. Parce que, vu le monde actuel, la cohérence empêcherait qu'on puisse se faire entendre. Parce que si aujourd'hui, je n'utilise pas mon ordinateur ou mon téléphone, par exemple, je ne peux pas organiser d'action. Et si l'activiste veut pouvoir être entendu, il doit pouvoir porter sa voix et il doit être vu en minimum. Sinon, sinon le message ne passe pas. Vous nous dites que l'action individuelle, ma part pour la planète, ne peut pas suffire. Il faut que mon action soit suivie par celle des autres. Mais peut-être que faire ma part, c'est aussi influencer les autres. J'ai entendu des psychologues parler de la force de mimétisme et conformisme. Et aujourd'hui, ces phénomènes passent par les réseaux sociaux où des gens, au départ inconnus, arrivent à influencer nos idées ou nos comportements. Par exemple, quand je regarde une vidéo sur les réseaux sociaux de jeunes qui expliquent pourquoi ils sont devenus végétariens et qui ne se présentent pas nécessairement comme activistes, ça peut déjà être assez et très, très convaincant. Pour moi, on pourrait élargir la notion d'activisme. Il n'y aurait pas besoin d'être militant pour participer à la transition. Je pense qu'il y a beaucoup de manières de se rendre acteur du changement.
vous le dites vous-même, de la pétition jusqu'à l'action de grève. Je trouve que c'est là-dessus qu'on devrait vraiment insister. C'est sur le pouvoir du citoyen. Vous parlez du devoir de promouvoir l'action collective. Moi, dans mes messages, je parle souvent du pouvoir que nous avons tous pour amener du changement, qui n'est pas seulement le pouvoir du portefeuille. Autre point où mon expérience d'activiste rejoint ce que vous expliquez, j'ai pu rencontrer quelques responsables politiques et j'ai entendu ce que vous dénoncez, le rejet sur le citoyen. Monsieur Macron, par exemple, nous a dit moi, quand je prends des décisions sur le climat, j'ai des gilets jaunes. Donc, vous, les jeunes, vous pouvez changer les mentalités. Mais ce que M. Macron n'a pas vu ou voulu voir, c'est aussi sa mesure de hausse de l'essence. Cela n'était pas juste et c'était une mesure qui ne tenait pas compte de l'équité. Angela Merkel et encore notre Premier ministre belge il y a quelques semaines nous a dit qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'on leur demandait parce que les citoyens ne sont pas prêts. Selon vous, l'échec de la justice climatique n'est pas dû à l'incapacité des États à se mettre d'accord, mais à une déconnexion entre le politique et les réalités économiques du libre-échange, où les États auraient perdu leur souveraineté. Dans ma courte expérience d'activiste, il me semble que parfois les États ont un pouvoir sur ce libre-échange. Ils sont bien au courant et sont en capacité d'autoriser ou refuser le libre-échange. On le voit par exemple avec l'accord du Mercosur ici en Europe. J'ai passé des jours et des jours avec des activistes devant les portes de la Commission européenne, du Conseil européen, du Parlement européen, dans des réunions avec M. Timmermans ou quelques membres du Parlement européen. Et le politique sait très bien que cet accord va produire, ils savent très bien ce qu'il va produire, mais le politique fait le choix que le gain aille à quelques grandes industries agro-industrielles au Brésil en échange de gains aux industries européennes. L'autochtone du Brésil ou le petit producteur européen ne font pas le poids. Même quand il lui reste un peu de pouvoir, j'ai l'impression que l'État se sabote. Et enfin, je peux mettre un nouveau mot sur mon activisme, celui de principe, pouvoir, responsabilité. J'essaierai de placer l'expression au prochain journaliste qui me fera la remarque que j'ai beaucoup entendue durant les marches. Mais vous êtes blanche, de milieu privilégié, est-ce que ce n'est pas un peu facile de faire grève comme ça? Et je répondrai alors, plus vous avez du pouvoir d'influencer, plus vous avez le devoir de le faire. À ce sujet du pouvoir des activistes, il y a aussi de grandes inégalités. Je suis en contact avec des jeunes de Fridays for Future de beaucoup de pays du monde et ceux principalement de pays du Sud ou peu importe, de régions qui sont déjà touchées par les conséquences climatiques, n'ont pas de place dans les médias, ni chez eux, ni chez nous, car ça n'intéresse juste pas les médias. D'autres prennent de grands risques pour simplement manifester. Par exemple, la lutte des autochtones pour la forêt amazonienne est une lutte très risquée. Et avec Fridays for Future, nous sommes en train de monter un projet pour donner la voix à ceux qu'on met régulièrement en mute et qui ont besoin d'un espace pour pouvoir partager leurs histoires. Et ce projet s'appelle Pass the Mic. Et c'est donc d'ailleurs ce que je vais faire maintenant. Je vais vous rendre le micro. Merci. Merci infiniment. C'était tout aussi clair que Pierre-André, même si vous n'avez pas fait de thèse. Donc, vraiment très, très, très juste, très, très précis. Merci encore. Donc, nous avons reçu une série de questions. Il va encore y en arriver. Donc, vous pouvez en prendre connaissance. Je voudrais simplement poser moi-même une question et pour ça faire
une introduction parce qu'on n'a pas encore mentionné que demain, donc, il y a ce sommet climatique aux États-Unis et Friday for Future d'ailleurs participe à des actions de sensibilisation. L'Europe a également validé un objectif de moins 55% des gaz à effet de serre pour 2030, ce qui en fait représente, quand on calcule, un rythme de réduction qui est 7 fois plus élevé entre 2020 et 2030 que ce qu'il a été entre 1990 et 2020. Donc c'est un objectif extrêmement ambitieux, même si je sais que du côté des activistes et des scientifiques, il n'est pas assez ambitieux, mais en réalité, au niveau politique, il est très ambitieux. Et par rapport à des étudiants, à des personnes que j'ai souvent rencontrées qui ont l'impression d'avoir marché pour rien, je dis toujours que c'est faux en fait, et que une part de ces objectifs très ambitieux vient de l'action qu'il y a eu de la part des jeunes qui ont marché pour le climat. C'est vraiment clair en fait, c'est-à-dire que dans le texte de Madame von der Leyen en 2019, son premier texte, le texte commence par évoquer les jeunes qui ont marché pour le climat. Et donc, il y a eu une influence sur la politique. Et parfois, moi, j'ai le sentiment, mais c'est une question pour Adélaïde, que dans des milieux d'activistes, peut-être pas directement dans Friday for Future, puisque vous essayez d'influencer les politiques, mais plus largement dans la jeunesse, est-ce qu'il n'y a pas parfois un manque de crédibilité dans l'action politique et alors l'action individuelle qui devient une espèce de repli en fait, qui devient moi j'agis à mon niveau individuel et j'essaie plus trop de comprendre ce qui se passe au niveau politique puisque de toute façon c'est décevant, ça va pas assez vite, c'est pas suffisant, hein, je caricature mais à peine quoi. Et donc ma question c'est un petit peu est-ce qu'il y a cette désillusion par rapport aux politiques qui mènerait peut-être parfois à se replier seulement sur les actions individuelles? Donc, je pense que justement, au contraire, dans nos mouvements, on continue encore aujourd'hui à pointer du doigt le politique et donc si on met une certaine pression envers le politique, ça veut dire qu'il y a un certain espoir qu'une action plus concrète et plus ambitieuse se passera à ce niveau-là. Et on a surtout compris que, comme j'expliquais, on ne pourra pas, enfin, les changements individuels sont très importants et nous permettent, entre autres, aussi de mettre pression envers le politique et envers différents chefs d'entreprise. Mais si ces différents leaders politiques ne nous aide pas à continuer à cette transition, on n'y arrivera pas. Et on n'y arrivera pas assez vite et on n'arrivera pas à le faire tous ensemble. Parce que la transition aujourd'hui, c'est encore un privilège dans notre société et on doit pouvoir le faire tous ensemble et surtout rapidement. Et donc, c'est vrai qu'il y a énormément de déceptions. Et encore pour nous, notre mouvement, c'est une déception, la loi climat qui est passée cette nuit à un niveau européen, parce qu'elle est beaucoup trop loin de l'accord de Paris. On est encore en train de faire des compromis aujourd'hui, alors qu'il y a 5 ans, ces États membres nous ont promis de limiter le dérèglement climatique à bien en dessous de 2 degrés. Mais aujourd'hui, la loi climat qui passe, ça nous amènera à un réchauffement planétaire de presque 3 degrés. Donc évidemment, cela nous met face à une incohérence et donc notre seule réaction peut que être de la déception et de continuer à mettre pression parce qu'on sait aussi que c'est grâce à une Union européenne qui sera la plus ambitieuse possible qu'on y arrivera. Mais mon message reste que ça part du citoyen et que c'est si le citoyen, et je pense que là on se rejoint avec M. André, si le citoyen collectivement travaille vers le politique en lui montrant que nous, on entame déjà ce changement, alors je pense que le changement se passera aussi à un niveau politique. J'espère que ça répond à la question. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a un certain nombre de questions. Donc, je vais vous laisser choisir aussi. Bon, j'en reprends une ici pour Pierre-André.
c'est l'action individuelle ne pourrait-elle pas aussi avoir l'effet d'explorer, de vérifier et de montrer des modes de vie alternatifs possibles? Ne serait-il pas utile de montrer 1000 manières différentes de mener une vie plus climatiquement responsable? Donc l'idée d'expérimentation en quelque sorte. Oui, tout à fait. Alors, c'est indéniable, je pense, et je crois que c'est cette expérimentation individuelle ou à petite échelle, à l'échelle locale, elle est bien sûr très riche d'enseignements. Mon propos, alors ça c'est peut-être la déformation en tant que philosophe, j'ai essayé d'aborder la question à travers l'angle du devoir, hein, c'est un peu ma déformation de philosophe politique et éthique. Et je crois que l'idée, c'est qu'on ne peut pas exiger que cette expérimentation soit un devoir pour tous, hein. Et c'est un peu ce que j'ai cherché à mettre en avant avec la question de la justice à la fin. C'est-à-dire que pour ceux qui le peuvent, cette idée de principe pouvoir-responsabilité, oui, ils ont ce devoir. Mais pour tous ceux qui n'ont pas le loisir d'expérimenter aussi facilement de nouveaux modes de vie, plus compatible avec une transition climatique juste, on ne peut pas l'exiger d'eux. Je pense que si ça clarifie un petit peu mon propos, c'est ce que je dirais. Mais il est tout à fait évident que ces expérimentations-là, elles sont d'une grande richesse. Je voudrais en profiter pour réagir sur un tout autre point, une des remarques formulées par Adélaïde Charlier dans son intervention sur la question en fait, du pouvoir ou non-pouvoir des États face au libre-échange. Parce que c'est un point que je crois très important et j'aimerais bien préciser un petit peu ce que je voulais dire par là. À la suite, en grande partie de l'échec du sommet de Copenhague en 2009, il y a eu toute une littérature, alors à la fois dans les journaux, mais aussi une littérature plus académique, par des économistes, des juristes, parfois des philosophes, qui a consisté à dire la justice climatique a échoué à l'échelle internationale parce que les États ont des positions qui sont irrémédiablement incompatibles. Les pays en développement veulent avoir droit à la croissance de leurs émissions et à la croissance économique, tandis que les pays développés, eux, refusent de payer pour les émissions historiques qu'ils ont accumulées depuis la révolution industrielle, etc. etc. Et donc ces commentateurs-là ont dit on n'aura d'accord climatique que si on abandonne la notion de justice climatique. Et de fait, c'est un peu ce qui est arrivé quand même avec l'accord de Paris et avec le passage d'une approche où à l'origine on fixait des engagements par le haut et on est passé à une approche où chaque État dit voilà, moi je suis prêt à faire ceci et je m'engage seulement sur ce que je suis prêt à faire. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il ne faut pas considérer que le fait que les États ne se soient pas mis d'accord sur la justice climatique rend la justice climatique inadaptée et non avenue. Et sur la question du libre-échange, je suis tout à fait d'accord avec vous, Adélaïde Charlier. En fait, ce que je voulais dire, c'est plutôt que pendant longtemps, et c'est très bien montré Naomi Klein, par exemple, les négociations sur le libre-échange avançaient d'un côté, celles sur le climat de l'autre, sans se parler, en fait, et sans aucune cohérence entre les unes et les autres. Et donc, les négociations climatiques ne pouvaient pas être suivies d'effets dans la mesure où, de l'autre côté, le libre-échange le plus débridé était acté. Mais il est évidemment du ressort des États d'accepter ou non ce libre-échange. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. Autre question, en fait, pour tous les deux, parce qu'elle est importante. Pensez-vous que le concept de capitalocène, selon lequel nous entrons dans une nouvelle ère géologique où le grand changement planétaire est causé par le système capitaliste, accumulation, extraction, consumérisme, est plus utile que celui d'anthropocène, qui place apparemment les individus en général comme responsables du changement climatique? Dans l'affirmative, pensez-vous qu'une convergence entre les luttes environnementales et les autres luttes liées au capitalisme serait la solution idéale radicale?
Peut-être Adélaïde en premier. Non, je vais laisser M. André d'abord. D'accord, donc je commence. Je pense que la notion d'anthropocène, sans vouloir rentrer dans la polémique, est une très mauvaise notion. Pour commencer, parce que donc anthropos, enfin, c'est l'humain comme généralité, comme universalité presque, comme si le responsable du changement climatique et de toutes les dégradations environnementales, c'était l'homme ou l'humain avec un grand H, sans différenciation. On le voit bien, c'est ce que montrent tous les travaux sur la justice climatique et les inégalités climatiques. Ce n'est pas l'homme de manière générale qui est responsable du changement climatique. Ce sont certains groupes, certains individus, certains groupes d'individus, certaines entités collectives qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, et ce sont avant tout les plus riches et les plus puissants. Donc, de ce point de vue, c'est vrai que la notion de capitalocène paraît paraît déjà bien meilleure. La question qui est très difficile et à laquelle moi je ne saurais pas répondre, sur laquelle elle ouvre, c'est est-ce que pour sauver le climat, il faut d'abord renverser le capitalisme? Est-ce que l'un est possible sans l'autre? Et est-ce que dans le contexte d'urgence climatique, il est possible de renverser le capitalisme dans les temps pour sauver le climat? Et là-dessus, je ne saurais pas me prononcer. Je pense que c'est une question extrêmement difficile, sur laquelle il est assez difficile de se repérer, en fait. Mais à n'en pas douter, la notion d'anthropocène, à mon avis, n'est pas du tout bonne. Enfin, elle nous induit beaucoup en erreur, en tout cas. Je pense que de mon côté, c'est assez difficile pour moi de répondre à cette question. La notion de l'anthropocène, c'est une notion que je commence à apprendre et je pense qu'elle est intéressante et qu'on peut tout de même essayer de mieux la comprendre, parce que c'est vrai que après, c'est vrai que c'est l'humain aujourd'hui, on ne peut plus le nier, qui est au centre du dérèglement planétaire. Après, c'est intéressant d'entendre le point de vue de M. André, qui dit c'est certains groupes chez ces humains. Et donc, ça, c'est encore des réflexions que je dois faire de mon côté. Je trouve que la notion de l'anthropocène est intéressante parce que ça nous oblige à penser à la responsabilité de l'homme. Et je pense quand même que la nuance est importante, parce qu'on doit pouvoir inclure dans cela les inégalités. Du point de vue du système dans lequel on vit, qu'on appelle le capitalisme, c'est une notion qui est aujourd'hui très, très discutée dans le mouvement. Est-ce qu'on doit pouvoir, et est-ce que ça sera dans ce système-ci qu'on arrivera à faire face à un tel dérèglement planétaire et à une telle épreuve? Je pense que, en tout cas, moi, ce que je réalise, c'est qu'on vit dans un système destructeur pour l'humain, et donc on doit pouvoir y faire face aujourd'hui. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à être résolues dans le système dans lequel on vit aujourd'hui, que ce soit par exemple des contrats que les différents politiques ont fait avec différentes industries dans les énergies fossiles, par exemple, qu'on n'arrive pas dans notre système actuel à casser, alors que si on veut pouvoir faire face à ce dérèglement climatique, on devrait pouvoir les arrêter rapidement. Et donc, dans cette question de rapidité, je ne sais pas si c'est à travers ce système-ci qu'on y arrivera. Moi, je remarque en tout cas qu'on a énormément de difficultés, mais encore une fois, il faudrait pouvoir en réinventer en nouveau. Et ça, c'est énormément de travail aussi. Donc, je pense qu'on doit pouvoir collectivement, encore une fois, réfléchir à la manière dont on veut pouvoir vivre demain. Et c'est encore quelque chose qu'on doit pouvoir travailler ensemble et auquel je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Moi, je voudrais aussi apporter un petit éclairage sur cette question importante. Donc, je crois qu'il n'y a pas un système, en fait. Il y a toute une gradation où le capitalisme est plus ou moins régulé ou pas, en fait. Donc, en Chine, par exemple, il y a beaucoup de régulation étatique et pourtant, il y a eu énormément d'impact et il continue à en avoir.
et puis dans d'autres sociétés où le secteur privé a plus de place également. Donc il y a toute une série de systèmes. Et quand on regarde Naomi Klein, par exemple, qui a été citée, donc Naomi Klein, c'est une activiste très importante aux États-Unis, très influente, et elle fait des liens entre les causes sociales et environnementales. Elle cherche à à rejoindre un peu ces mouvements. Mais si vous regardez ces propositions, ça reste aussi tout de même des propositions de réforme, en fait, et pas de bouleversement total du système. C'est de former des coopératives, par exemple, de modifier, bien sûr, les prix. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont nécessaires pour être moins destructeurs. Plutôt que de dire, voilà, on a un système dont il faut sortir et de toute façon, on n'a pas le temps d'en sortir assez vite par rapport à la menace. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Par contre, la question des inégalités, bon, elle se retrouve tout le temps et donc c'est important que les deux orateurs en aient parlé. Et ça fait un lien avec une question qui est posée ici sur la démographie, où on dit que la démographie a beaucoup augmenté, que la population mondiale a beaucoup augmenté et que ça aura un impact, que ça a un impact majeur sur l'environnement. Bon, c'est sûr que ça a un impact majeur sur l'environnement, mais par rapport au climat, ça a été rappelé hein, par Pierre-André, ça reste très déséquilibré. Aujourd'hui, toute l'Afrique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, 4%. Donc, c'est pourtant là qu'il y a la démographie qui augmente le plus. Alors, ça pose des problèmes au niveau environnemental local, c'est évident, mais au niveau climatique, ça reste quand même les grands pays producteurs. Donc, il ne faut pas mélanger cette question démographique en général avec cette question des impacts. Donc, voilà, je voulais juste répondre à cette question-là. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles vous souhaitez répondre? On avance tout doucement dans le débat. Oui, je veux bien. Alors, je regardais des questions qui ont été posées au tout début. Il y a une question, je crois, intéressante sur donc la collapsologie. Donc, je lis la question. La posture collapsologique est-elle susceptible de favoriser ou de défavoriser le pontage, la synergie harmonieuse entre l'individuel, l'action individuelle et le collectif, le politique? C'est une question intéressante et à laquelle je crois que la réponse n'est pas si simple. La collapsologie, alors selon qu'on l'envisage comme un système de pensée ou comme une pratique sociale, à mon avis, elle est plurielle, elle est composée de tout un ensemble de voix qui ne sont pas forcément concordantes. Je crois qu'il y a une part, néanmoins, il peut y avoir une tentation liée à la collapsologie qui n'en découle pas directement, mais qui, de mon point de vue, est dangereuse et qui, justement, fait rejoindre l'individu pour nier le politique, c'est ce qu'on pourrait appeler le survivalisme, qui n'est pas nécessairement induit par la collapsologie, mais peut s'y accorder, se sentir justifié là-dedans. L'idée un petit peu que face à l'imminence d'un effondrement environnemental, social et politique, économique, etc., le salut se trouve à l'échelle locale, dans des toutes petites communautés ou à l'échelle individuelle. Et ce que je crois voir de dangereux là-dedans, c'est justement le risque d'un oubli de la justice à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale, et donc de l'oubli de, eh bien, par exemple, tous les migrants climatiques qui vont devoir quitter les régions dans lesquelles ils habitent, tout l'oubli de la précarité de ceux qui, justement, n'ont pas les moyens de s'adapter à l'effondrement. Et donc, je crois qu'il y a une tentative dans la collapsologie à supposer un effondrement de la société. Il peut y avoir un risque, pas nécessaire, mais il peut y avoir un risque de repli sur l'individu et le local qui, à mon avis, est délétère justement du point de vue de la justice. Et un peu, en quelque sorte, l'idée de toute façon, le monde est destiné à s'effondrer, donc je me replie sur mon échelle toute petite. Merci. Adélaïde, vous voulez réagir?
sur la question de l'effondrement et peut-être éventuellement à enchaîner sur la question de la décroissance. Ce n'est pas la même chose exactement, hein, mais elle apparaît également et aussi dans les questions. Ben, je n'ai pas nécessairement de réaction, mais donc pour pouvoir répondre à la question ben, toujours cette question qui revient d'une décroissance. Aujourd'hui, pour moi, et d'ailleurs quand on dit décroissance, on, on a l'impression qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on doit parler d'une décroissance économique. Aujourd'hui, on doit faire une décroissance dans énormément de choses et on doit faire une croissance dans énormément d'autres choses, que ce soit une croissance dans la conscientisation des citoyens, etc. Je trouve que le terme est trop concentré sur l'économie aujourd'hui et cette économie et cette idée que notre PIB, par exemple, doit toujours être croissant. Et c'est vrai que ce terme de PIB est aujourd'hui l'objectif de notre société et je suis persuadée qu'on doit pouvoir créer d'autres objectifs en parallèle à celui-ci dans notre société pour pouvoir voir plus largement ce qui permet en fait à notre société de survivre. Et aujourd'hui, je pense que cela n'est pas lié qu'à une question d'économie et donc de PIB. Et donc, on doit pouvoir aller bien au-delà de cet objectif. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un seul objectif. On doit pouvoir en parler d'autres et de les mettre en parallèle à côté de ça et de créer même une nouvelle économie. Moi, je trouve qu'il y a énormément d'économies qui sont très, très intéressantes et qui doivent pouvoir être plus regardées et surtout même utilisées aujourd'hui. Par exemple, l'économie circulaire, le donut economy, qui est d'ailleurs appliqué à Amsterdam, à Bruxelles qui va se lancer ici aussi. En Wallonie, on en parle aussi. Et donc ça, je pense que cette idée de croissance économique peut devenir en rond, qui aurait en fait beaucoup plus de sens aujourd'hui. Et il faut évidemment, on pourrait en parler pendant des heures de cette économie circulaire, mais je trouve qu'il y a des solutions aujourd'hui. Et je trouve ça dommage qu'on crée en débat autour d'une croissance ou d'une décroissance pour faire face au dérèglement climatique, alors qu'aujourd'hui, on devrait plutôt réaliser qu'on doit changer d'économie et ne pas se dire croissance égale à la prospérité de chacun des citoyens, alors qu'il y a plein d'autres objectifs qui permettent aux citoyens de bien vivre dans notre société aujourd'hui. Merci. Je vais faire l'écho maintenant de deux initiatives de militants ou d'activistes qui demandent un avis éclairé, notamment d'Adélaïde Charlier. Donc la première, c'est la fresque du climat. Vous connaissez peut-être. Peut-être il faut rappeler d'abord ce que c'est. Il dit, donc c'est quelqu'un qui demande, vous ne parlez pas des actions de sensibilisation du plus grand nombre. Bon, la fresque du climat, c'est une parmi d'autres, mais c'est plutôt la question sur la sensibilisation du plus grand nombre qui est également un type d'action possible. Et puis alors, il y a une autre personne qui dit « Nous sommes un collectif d'une vingtaine de jeunes venant de 10 pays européens qui lançons une initiative citoyenne pour proposer un éco-score européen pour quelque chose de similaire au Nutri-Score sur l'impact environnemental des produits. Nous devons récolter 1 million de signatures dans toute l'Union européenne avant juillet 2021 et il demande en particulier à Adélaïde Charlier, mais enfin si Pierre-André a des idées, c'est tout à fait utile aussi. Notre question est la suivante. Quels sont tes conseils afin d'impliquer un maximum de jeunes ou de moins jeunes dans notre projet? Comment faire porter sa voix? Ayant peu de moyens et d'expérience, notre seule force sera l'implication collective de la jeunesse qui pourra diffuser cette initiative. Oui, je peux peut-être commencer. Alors, il y a énormément de choses à dire. D'abord, je pense que donc, quand on parle de cette question de fresque du climat, donc, ça en revient plutôt à cette question d'éduquer et de continuer à informer le citoyen et conscientiser les masses en fait, du dérèglement climatique. Évidemment, c'est un point clé et on doit pouvoir le faire. Et d'ailleurs, j'explique toujours dans mon histoire de conscientisation, enfin,
au moment où je me suis conscientisée que j'ai eu un choc quand j'étais à l'école ici en Belgique, où pendant mes 3 dernières années à l'école, on ne m'a pas parlé une seule fois du dérèglement climatique. Et ça n'a jamais été une thématique mise en avant en cours. Donc, évidemment, il y a énormément de problèmes de ce point de vue-là. Youth for Climate, d'ailleurs, a rencontré la ministre de l'Enseignement et parle de tout ça et demande encore que ça soit inclus dans nos programmes. Mais ça ne peut pas être, évidemment, le seul moyen d'action. Donc, on doit pouvoir informer le citoyen et les jeunes. Et souvent, quand on parle de l'école, on parle du coup de notre génération. Mais il faut pouvoir aussi informer le citoyen qui n'est plus à l'école. Donc, comment est-ce qu'on continue à conscientiser le citoyen qui est déjà dans son rythme de travail et qui n'a pas ce moment où il va être conscientisé? Donc, il y a aussi cette réponse-là à pouvoir mettre en avant. Et donc, mais au-delà de ça, je pense que c'est important qu'on passe donc par ces moments d'éducation et on doit pouvoir mettre ça en avant, mais ça ne peut pas être la seule solution car on ne peut pas attendre que chacun des citoyens et que par exemple toute notre génération qui sort de l'école dans les prochaines années soit conscientisée pour pouvoir faire face au dérèglement climatique, parce qu'alors évidemment on sera beaucoup trop tard et c'est des décisions qui sont prises aujourd'hui, comme par exemple hier dans le Parlement européen, qui ont une influence sur notre génération et qui va avoir une influence sur les pays déjà touchés par le dérèglement climatique. Donc évidemment on ne peut pas attendre la conscientisation des masses pour pouvoir agir. Et pour répondre à comment est-ce qu'on peut essayer d'aller chercher les jeunes ou les citoyens dans différents projets qu'on met en avant. Mais honnêtement, c'est aussi une question qu'on se pose toujours avec Youth for Climate, surtout en ce moment de Covid où c'est vraiment très, très difficile. Je pense qu'il faut vraiment utiliser un maximum les réseaux sociaux. C'est là où sont les jeunes et c'est là qu'on arrive à atteindre des jeunes en fait motivés. Il y en a énormément, bien plus que ce qu'on peut imaginer. Et il faut pouvoir aller les chercher donc sur là où ils sont en fait. Et puis, je trouve toujours que j'appelle ça des actions, mais des activités physiques, ça change énormément afin d'aller chercher les jeunes et de les engager au-delà des réseaux sociaux. Donc, moi, je conseillerais aussi soit de rejoindre des actions ou plein d'activités qui sont déjà organisées, du coup aujourd'hui principalement via encore une fois les réseaux, mais de pouvoir rejoindre ça ou d'en organiser, ça change énormément. Évidemment, pour une pétition qui doit atteindre les 1 million de citoyens, c'est très difficile, mais je vous encourage énormément aussi à aller toquer à la porte des mouvements à travers l'Union européenne qui seront, à mon avis, très très motivés d'essayer de vous aider. Merci. Il y a une question sur la désobéissance civile qui indique voilà, le mouvement des Gilets jaunes qui a utilisé une petite part, une part non négligeable de violence, a eu des impacts. Et donc, pensez-vous que la désobéissance civile, notamment non violente, peut marcher pour le mouvement avec la répression étatique toujours plus grande qui peut faire peur aux activistes? Ne va-t-on pas devoir se limiter qu'à des actions gentillettes et sans grand impact? Je pense que ce sera intéressant d'avoir l'avis du philosophe, entre guillemets, d'abord. Pierre, vous avez évoqué la désobéissance civile, mais qu'est-ce que vous pouvez dire davantage de plus précis par rapport à cette question? Oui, tout à fait. C'est une question intéressante qui, je crois, a été notamment au moment du mouvement des Gilets jaunes, beaucoup ont appelé à une convergence un peu entre les marches pour le climat et les Gilets jaunes, convergence qui a eu en partie lieu, mais avec peut-être cette ligne de fracture parfois sur les modes d'action. Tout d'abord, peut-être une précision sur la définition de ce que, en tout cas, moi, quand j'ai parlé de désobéissance civile, ce que j'entendais par là, c'est plutôt dans l'esprit. Alors, le grand fondateur de l'idée de désobéissance civile, c'est le philosophe américain Henry David Thoreau. Hein. Il dit donc, si les lois de l'État sont injustes, si les lois de mon gouvernement sont injustes, il est de ma responsabilité d'y désobéir
de refuser de payer mes impôts, de me faire jeter en prison, parce que c'est là que, dans un pays injuste, le seul endroit pour les gens libres, 10 €, c'est la prison. Ce qui est très important de voir, je crois, c'est que désobéissance civile implique dans cet esprit-là mode d'action pacifique. Donc, je distinguerais, à mon avis, d'un côté la désobéissance civile et peut-être de l'autre la révolte ou la révolution qui fait usage de la force, voire de la violence. Après, il y a cette question empirique de savoir quels sont les modes d'action les plus efficaces. C'est difficile d'y répondre. En ce qui concerne, par contre, la légitimité des modes d'action, je crois néanmoins que rien que parce que, notamment, la lutte contre le changement climatique et la justice climatique sont plutôt fondées sur le respect des droits humains les plus fondamentaux et donc sur un rejet en fait, de toute violence. Si la désobéissance civile est justifiée, l'action violente me semble beaucoup moins l'être. Donc, c'est ça ce que je serais tenté de répondre. Après, sur la critique régulièrement formulée à l'égard des modes d'action pacifiques, des marches, des manifestations, comme quoi ces modes d'action-là, en fait, sont inefficaces. Je pense que malheureusement, c'est une question un petit peu indécidable, un peu embrouillée, et beaucoup d'événements dans l'histoire ont aussi eu lieu grâce à des formes d'action pacifique. Mais c'est une question difficile. De mon côté, je pense que, premièrement, les Jeunes pour le climat, notre mouvement Youth for Climate a commencé avec de la désobéissance civile en ratant les cours. Ça paraît, c'est en fait une forme de désobéissance civile. Donc, oui, on utilise la désobéissance civile non violente. Et donc, pour certains groupes, c'est pas suffisant, mais on arrive à atteindre des objectifs. Et d'ailleurs, on l'a expliqué, ça a été mis en avant au préalable que les décisions qui sont prises aujourd'hui à un niveau européen, en fait, déroulent d'une pression de la part du citoyen. Alors oui, je critique encore ces décisions, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu même de l'ambition ou même une loi climat aujourd'hui ou même un Green Deal aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de la pression de la part du citoyen. Et je suis encore convaincue aujourd'hui que si on devait passer par la violence ou si on était passé par la violence, je pense qu'on n'aurait pas non plus ces objectifs aujourd'hui. On n'aurait pas non plus ces négociations à un niveau européen parce que je pense qu'on perdrait aussi de la légitimité et qu'on doit pouvoir jouer avec ça aujourd'hui. C'est vraiment un jeu de stratégie pour pouvoir y arriver le plus vite possible. Donc, le mouvement Youth for Climate décide de passer par la désobéissance civile en ratant les cours, par exemple, en bloquant des rues comme la rue de la Loi pendant 3 jours il y a 2 ans, encore il y a 2 semaines. Donc, il y a des moments de désobéissance civile. Mais c'est vrai que souvent, on travaille, on collabore entre guillemets avec la police, on s'assure que tout se passe bien et ça nous permet à notre mouvement de pouvoir inclure des citoyens qui n'ont pas nécessairement envie de prendre un risque, mais qui ont envie de pouvoir se mobiliser et de montrer une certaine pression. Et c'est pour ça que je suis persuadée qu'aujourd'hui, on a besoin de différents mouvements, de diversité dans le militantisme, parce que d'autres mouvements à côté de nous qui, par contre, eux, vont plus loin ou utilisent des différents moyens d'action qui parfois sont plus dans la désobéissance civile, je pense qu'ils sont nécessaires parce que ça permet de mettre la pression dans notre côté, dans nos points de vue, et donc ça nous permet à tous de jouer un peu notre rôle, quoi. Et donc nous, en tout cas, notre mouvement décide de ne pas passer par la violence et par très peu de désobéissance civile. Je crois que, comme je disais, je crois à la non-violence et pour moi aujourd'hui, ça ne sera pas avec moi que ça se passera. Et il y a d'ailleurs une chercheuse américaine qui a montré que des actions non violentes
ont eu plus d'impact, et c'est ce qu'elle a analysé dans ses résultats, comparé aux actions violentes, et que peu de désobéissance, que peu de désobéissance civile, ça nous permet de... il faut de la désobéissance civile, mais encore une fois, je me répète, non violence. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que c'était clair. Oui, merci. On voit que cette question de la responsabilité individuelle nous conduit directement à toutes sortes de questions sur en fait des actions collectives, hein. Et donc, ça, c'est aussi très intéressant par rapport à ce débat aujourd'hui. Et dans la lignée de cela, il y a une question qui vient d'apparaître, notamment pour Pierre-André, je crois. Donc, je la lis. Si les notions de responsabilité individuelle et collective renvoient pour la première à celle du citoyen ou de la citoyenne et la seconde à celle de gouvernement, les notions mêmes ne portent-elles pas à confusion? N'y a-t-il pas aussi du collectif dans chacune des responsabilités qui devrait plutôt se distinguer comme responsabilité citoyenne versus responsabilité professionnelle, donc du politique en tant que profession, comme fonction, je suppose. Oui, alors c'est très intéressant. En fait, dès qu'on commence à creuser dans cette notion de responsabilité, je crois qu'on se rend compte que elle se divise, elle se décline sous tout un ensemble de formes. C'était peut-être pas du coup très clair dans ce que je disais, mais alors moi, ce que j'entends par responsabilité individuelle, c'est donc la responsabilité que j'ai d'agir seul, tandis ou de prendre part tout seul à une action qui est déjà en cours, tandis que la responsabilité collective, en fait, je l'envisage plutôt comme un moyen que nous avons de collectiviser notre responsabilité en la soumettant à une fiction morale, un acteur qui peut être l'État, qui peut être la ville, qui peut être l'entreprise, etc., qui va ensuite agir au nom d'eux. L'État, il agit au nom des citoyens et donc c'est en ce sens-là qu'il a une responsabilité collective. Et grâce à cette collectivisation en fait, des pouvoirs, il a non seulement la possibilité d'agir avec beaucoup plus d'amplitude, il a un pouvoir d'action bien supérieur à celui des individus, il a un pouvoir de coordination de ces individus, et puis surtout, il a le pouvoir, et on revient à la question de la justice, les acteurs collectifs, ils ont le pouvoir de partager équitablement le poids d'une responsabilité, le poids d'une action. Et c'est pour ça que, du point de vue de la justice climatique, la responsabilité collective, et celle des États notamment, mais pas uniquement, est primordiale. Après, du point de vue individuel, je crois aussi que la responsabilité elle se décline à travers tout un ensemble d'aspects, peut-être on peut dire, parce qu'en effet, on a des rôles sociaux différents dans notre vie. On n'est pas monolithique. Et on peut parler, à mon avis, de responsabilité en tant que citoyen. C'est un peu ce qu'on a évoqué à travers des actions comme les marches, les grèves, le vote, les pétitions, etc. Mais on a peut-être aussi, pour ceux qui en ont les moyens économiques, une responsabilité, comme je le disais, en tant que consommateur. Pour ceux qui en ont les moyens socio-professionnels, une responsabilité professionnelle sur le lieu de travail. Pour ceux qui sont des intellectuels, une responsabilité intellectuelle. Pour ceux qui sont médiatiques, hein, qui sont médiatisés, qui ont une influence sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc., une responsabilité médiatique, etc. Et je pense que c'est important de voir donc la responsabilité aussi individuelle, pas de manière monolithique, mais comme tout un ensemble d'aspects qui découlent des capacités d'action de chacun et des rôles socio-professionnels de chacun, je crois. Bien, mais, on a encore des questions qui apparaissent, mais le temps avance. Je crois qu'il faudrait tout doucement penser à conclure parce que sinon, un certain nombre de personnes vont nous quitter. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre une ou deux questions dans celles qui restent non résolues et d'y répondre à votre choix. Il y a un certain nombre
parmi la colonne non résolue qui sont plus des commentaires, des précisions, mais il y a encore l'une ou l'autre question. Donc voilà, qui est-ce qui veut commencer? Je peux commencer rapidement. Moi, j'en avais identifié une ou deux auxquelles j'aurais bien voulu répondre. Oui, oui, même Alors, deux, il n'y a pas de problème, hein, vas-y. il y avait une question que je la retrouve. Oui, au tout début, donc sur le lien en fait entre ou la tension entre la question du changement climatique et d'autres questions de société, hein, comme les traitements inégalitaires, le racisme, l'exploitation, les inégalités, l'exploitation des ressources, la colonisation, etc., etc. Je crois en effet que et on est en train de sortir, à mon avis, de ce travers. Pendant peut-être de nombreuses années, pendant peut-être des dizaines d'années, on a conçu le changement climatique comme une question purement scientifique, quelque chose qui intéressait les physiciens et les chimistes de l'atmosphère, qui était quelque chose d'assez technique, défendu pour caricaturer les amoureux de la nature. Et on se rend compte, heureusement, aujourd'hui, que c'est éminemment une question sociale, on l'a beaucoup dit aujourd'hui, et donc aussi que c'est une question sociale qui est en lien avec les autres questions sociales et avec la question des inégalités. Et en fait, une société inégalitaire, c'est aussi une société climaticide par bien des aspects, parce que c'est une société où, certains, de par un niveau de vie et de rémunération très élevé, et de par peut-être une absence de redistribution et une absence de solidarité, vont se permettre d'avoir un mode de consommation et un mode de vie très climaticide. Euh, et, euh, et par beaucoup d'aspects, d'ailleurs, il y a des notions qui ont été mises en avant dans les négociations internationales par les pays en développement et par certaines ONG qui font le lien entre ces idées-là, hein, la notion de dette climatique, la notion de colonialisme vert ou de colonialisme climatique, etc. Donc, même si toutes ces notions mériteraient d'être amplement discutées, beaucoup plus que là simplement évoquées, il y a évidemment des liens entre la question sociale et la question climatique. Et je voulais juste répondre aussi à une autre question qui est intervenue deux fois, je crois, presque, sur le devoir d'influencer par son mode de vie un peu de proche en proche, qui pourrait avoir un effet donc exponentiel sur la transition des modes de vie, le changement culturel. Je ne nie pas que cet impact-là existe, hein, et d'ailleurs, je crois qu'avec la transformation des régimes alimentaires, notamment, ou de la mobilité, on a vu de véritables succès ces dernières années là-dessus. Néanmoins, je crois que pour un certain nombre d'entre nous, pour beaucoup de gens, cet impact, il est quand même si petit qu'on ne peut pas l'exiger en une responsabilité universelle, en une responsabilité pour tous. L'impact que j'ai sur mes voisins, mes amis, les gens que je croise, n'est pas assez fort, et puis parfois les coûts sont trop élevés pour notamment les plus démunis, pour qu'on puisse l'exiger de chacun et dire bah, chacun a le devoir de faire la promotion d'un certain mode de vie. Que ceux qui en ont les moyens doivent le faire, mais je ne pense pas qu'on puisse ériger ça en responsabilité universelle. Voilà. Et peut-être pour réagir à ce qui a été dit sur cette question de climat qui, en fait, pour moi, va bien au-delà d'une question de CO2. C'est vraiment un changement, à mon avis, qu'on a vu ces dernières années, mais moi que j'ai vu à travers mon activisme et dans les mouvements où la première demande qu'on avait quand on est sorti dans les rues, c'était absolument de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, nos demandes, nos demandes aux politiques vont bien au-delà d'une question de CO2. Par exemple, si on est contre l'accord du Mercosur, que j'ai déjà évoqué auparavant,
c'est pas seulement parce que c'est vrai que ça aura un impact pour le dérèglement climatique et donc en impact de CO2, mais en plus de ça, ça va avoir un impact sur nos fermiers à un niveau local en Europe et du coup, ça n'aide pas dans la transition. Ça va avoir un impact sur la forêt amazonienne au Brésil, par exemple, et donc un impact envers les peuples autochtones qui y vivent. Donc ça, c'est une question en fait même des droits de l'homme qui va bien au-delà d'une question de CO2, une question de biodiversité du coup. Donc ça va, cette question climatique qui était fort centrée sur le CO2 va aujourd'hui bien au-delà de ça et surtout pour nos mouvements où on essaye de mettre en avant, comme je l'ai expliqué, ceux qui sont déjà touchés par les conséquences pour amener une histoire qui n'est pas scientifique et qui est purement une histoire de chiffres, mais en fait amener un narratif qui est réel et qui permet de réaliser qu'on parle aujourd'hui de vie et de communautés qui sont réellement touchées et pas juste dans 55% de réduction parce que ça va nous permettre d'éviter une telle ou telle augmentation de température et pour beaucoup, encore aujourd'hui, ça nous permettra juste d'avoir plus chaud en été. Donc là, il y a vraiment un travail à faire d'amener une autre histoire en fait aujourd'hui dans la société pour mieux comprendre encore une fois ce que c'est le dérèglement climatique. Il y avait une question qui dit que dans les questions, je rejoins le commentaire qui suggère que l'action individuelle peut montrer des manières d'agir variées pour mener une vie climatique responsable. Et au final, je pense que nous allons devoir être créatifs. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut arrêter d'exploiter les énergies limitées et arrêter d'exploiter des humains. Question de justice. Et donc, on a beaucoup de boulot et on peut déjà s'y mettre aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, on va vraiment maintenant tout doucement arrêter. Je voudrais dire trois choses. D'abord, parmi tout ce qui a été dit, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été dites. C'est très dense et d'ailleurs, beaucoup de participants, je vous engage à regarder ceci, hein, Pierre-André, Adélie, Charlie. Il y a beaucoup de remerciements, donc on est vraiment heureux de ça. Donc, parmi tout ce qui a été dit, eh bien, moi, je voudrais piquer juste un point qui a été montré, c'est la responsabilité individuelle dans le domaine professionnel. Je trouve que c'est un point qui pourrait être plus souligné dans la mesure où quelqu'un est un patron ou un cadre d'une entreprise. Bon, il peut faire très attention, je dirais, dans sa vie privée, mais ça aura beaucoup plus d'impact si dans son métier, il essaye d'influencer son entreprise, en fait. Et il y a beaucoup, beaucoup à faire, en fait, que ce soit les professeurs, que ce soit les ingénieurs, les juristes, les médecins, enfin, dans tous les domaines. Et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on essaye de faire tout doucement dans les universités, quoi, c'est de former dans ce sens. Mais c'est valable au sein de n'importe quelle profession. Il y a une responsabilité individuelle qui pourrait être étendue dans ces questions si on est sensibilisé. La deuxième chose, c'est une question tout à fait pratique. Il y a quelqu'un qui demande si la thèse de Pierre-André est accessible. Je ne crois pas, mais qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Eh bien, je peux répondre que je peux, au compte-gouttes, l'envoyer à ceux qui la demandent. Hein. Donc, vous pouvez tout à fait m'écrire et je peux vous la communiquer. Ouais, Alors peut-être avec vous pouvez plaisir. envoyer votre adresse mail dans le QR ou Ouais, dans le chat. tout à fait. Je vais le faire. Et le dernier point, ben, c'est évident, hein, donc je voudrais vraiment vous remercier fortement d'avoir accepté, d'avoir travaillé. On a préparé tout ça. C'est pas si évident, l'étiquette d'un philosophe de la Sorbonne, de pouvoir sortir comme ça des termes techniques. Et vous avez fait ça brillamment et très utilement surtout. Et d'Adélaïde, on a préparé également. On a eu des conversations à l'avance et donc je vous remercie vraiment très sincèrement de votre participation. Et voilà, je vous dis au revoir et on espère beaucoup du sommet de demain. Ce ne sera pas, comment est-ce que vous dites, no more empty summits, plus de sommets vides. Merci. Hein. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.